J'ai souhaité présenter de façon un petit peu provocatrice un champ de recherche qui est peu connu en France, qui est pas mal connu dans d'autres pays, pas seulement américains, et qui, je crois, permet de se poser la question du métier de conseil, ce qu'est conseiller, accompagner, quels sont les processus en jeu, quels sont les effets de ces interventions et quelles sont les dynamiques théoriques ou les questions théoriques que ça soulève. Effectivement, l'idée, c'était plutôt de présenter l'état des recherches en la matière, en s'intéressant plus particulièrement à un concept, qui est le concept de révélation de soi, qui a été développé à partir des années 1980-1990 dans des recherches empiriques et qui permet de poser la question de la communication et de l'alliance dans l'entretien d'accompagnement. La révélation de soi, ça concerne en fait tous les actes communicationnels, intentionnels ou non, qu'un professionnel va donner au cours des consultations professionnelles en évoquant lui-même, en s'évoquant lui-même, c'est-à-dire en évoquant sa formation, ses expériences émotionnelles, les stratégies qu'il utilise pour résoudre certains problèmes, donc tout ce qui fait référence à lui-même. Et donc la question, c'est de savoir, d'une part, au niveau des pratiques, quelles sont les formes de révélation de soi qui sont utilisées, quelles sont leurs fréquences, à quel moment ils interviennent dans les consultations, et en quoi ça, finalement, induit un certain nombre de processus au cours des consultations, qui sont des processus d'alliance, des processus de facilité à échanger, des processus de résolution de problèmes, c'est-à-dire la question de l'impact des révélations de soi au niveau de l'activité de conseil elle-même. Ça dépend du type de message, ça dépend aussi évidemment des caractéristiques des acteurs en jeu, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui sont plus sensibles à l'approche révélation de soi que d'autres. Donc on a essayé de démontrer dans des recherches notamment le rôle joué par le facteur de crainte de l'intimité dans l'acceptation de ces situations de révélation de soi. Ça dépend aussi sans doute de la quantité d'informations délivrées et du moment où ces informations sont fournies. On sait notamment que si le professionnel fait trop souvent référence à lui-même, forcément, il va générer une perception de la situation de conseil un peu dénaturée et ça va avoir un effet contraire à l'effet escompté. Donc tout est affaire de dosage, mais aussi tout est affaire de personnes. Donc ça pose aussi en même temps la question de l'individualisation des pratiques. Comment détecter, ça c'est le rôle du psychologue du travail, comment détecter en amont, analyser une demande, un besoin qui ne se limite pas simplement à la question du projet professionnel, des intentions d'avenir ou des besoins de formation, mais qui doit aussi intégrer la question des besoins vis-à-vis de la consultation. Qu'est-ce que j'attends de cette situation si particulière d'échange à laquelle j'ai postulé? Je crois qu'à travers les révélations de soi, c'est un concept choisi parmi d'autres, ça pose cette question de finalement qu'est-ce qu'on peut attendre de cette situation particulière, jusqu'où peut-on aller dans l'accompagnement, quelles sont les barrières, les limites de l'acte qui consiste à accompagner et à conseiller. Ça renvoie à la question de la neutralité bienveillante qui est un peu considérée, et c'est en ce sens que la thématique des révélations de soi est très provocatrice, parce que finalement elle vient chambouler un peu une idée un peu généralisée que le professionnel doit être complètement neutre. Mais en fait c'est une illusion parce qu'il n'est pas neutre. Sa façon de s'habiller, de se présenter, sa façon d'interagir avec... il se trahit sans cesse par des actes langagiers, informels ou formels. Donc, plutôt que de se dire, d'avoir l'illusion qu'on peut être neutre et parfaitement bienveillant tout au long d'une situation d'accompagnement, qui est avant tout pour moi une situation d'influence. Ce qui me paraît intéressant, c'est d'étudier plutôt comment on influence.
et d'avoir un minimum de contrôle sur ces formes d'influence. Je crois que ce dont il faut bien prendre conscience, c'est que le bénéficiaire d'une prestation n'est pas un objet, mais bien un sujet. Et en ce sens, il ne faut pas considérer qu'on a affaire à des objets dénués de réaction, mais à des personnes qui ont des réactions, des représentations de la situation, et qui d'une certaine manière s'adaptent aussi à la situation d'accompagnement qu'on leur propose. Voilà, c'est se poser cette question de comment on influence, par quel procédé, direct, indirect, communication verbale ou non verbale, par quels propos on génère un certain comportement chez l'interlocuteur qui va avoir une incidence sur ses choix, sur sa façon de penser le travail, sur sa façon aussi de construire son identité et son rapport aux autres.